L'échiquier international, bienvenue à vous. Souveraineté, vous avez dit souveraineté, ce qualificatif, ce facteur se module et se modulera davantage par la maîtrise des outils technologiques à l'instar de l'approche numérique. La compétition de demain se mesurera à notre capacité de se mouvoir en tant que personne, voire même à l'échelle étatique, sur les champs numériques et d'y disposer de ces différents composants et outils. Le rapport de force est en train de basculer à l'heure où nous parlons vers le contrôle des données et la puissance du calcul, d'où la création de centres de données souverains qui permettent de protéger les actifs numériques, les fameux data centers. Naviguer sur les mers numériques ou ceux de la technologie spatiale est un impératif pour exister souverainement dans le monde de demain où le hard power articule ses munitions stratégiques. L'Algérie et le champ numérique, le déploiement stratégique s'articulent, on le sait, mais où en est-on? On en parle et c'est tout de suite. Algérie, souveraineté numérique et ses différents aspects. Bien, pour en parler, nous recevons en direct de Paris Warda Bailish, experte en AI, intelligence artificielle appliquée. Bonsoir Warda Bailish, merci d'avoir répondu présent. Bonsoir, cher Karim, ravi, merci infiniment de cette invitation pour ce sujet si stratégique. Toujours un plaisir, Warda. Et avec moi sur le plateau, il est spécialiste en stratégie digitale, entre autres. Il s'agit de Ali Kahlan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Karim, merci de m'avoir invité. Un plaisir, un plaisir. Alors, on l'a dit, on va parler de souveraineté numérique ici, la souveraineté numérique, comment elle s'articule ici et ailleurs. Mais avant, on va parler de technologie spatiale et de coopération spatiale plutôt. L'Algérie et la Chine ont lancé un satellite d'observation de la Terre, ALSA 3B. L'Algérie rentre dans le cercle fermé des puissances spatiales africaines. On n'en parle pas beaucoup, mais notre pays investit dans ce domaine de plus en plus. Alors, Warda Bailish, la stratégie technologique passe aussi par les satellites, c'est presque une évidence de le dire, mais je le rappelle quand même, l'Algérie, on le voit, franchit un nouveau cap. Un commentaire. Tout à fait, et ravi de constater effectivement ce nouveau virage de technologie de pointe. Il faut savoir que grâce à ces nouveaux satellites, on va en fait permettre d'avoir une précision accrue au niveau de la récolte des images. Donc par exemple, juste pour que nos téléspectateurs comprennent, on va pouvoir par exemple de passer de 2,5 mètres à 0,50 mètres, c'est-à-dire qu'on parle de à peine un peu plus qu'une règle de 30 cm à partir du sol en termes de précision. Il y a aussi ce laps de temps très court, puisqu'en moins d'un mois, l'Algérie s'est illustrée avec 2 épisodes dans sa stratégie spatiale, avec le lancement d'Alsat 3A, premier satellite de la 3e génération, suivi par ALSA 3B. Satellite, donc, ce dernier satellite qui a été mis en orbite depuis la base de Huinquan en Chine. Satellite de dernière génération, l'Algérie prend de la hauteur, si je puis me permettre, Ali Kahlan. Absolument. Il faut d'abord dire que c'est pas les 2 premiers. Ça date. On a une belle histoire au niveau de la conquête spatiale, si je puis dire. On a commencé au début des années 2000. Les premiers satellites sont partis en 2002. Et là, ces deux-là, ils sont venus en fait couronner toute l'expérience qu'on a eue jusqu'à présent. Dans les 5 premiers, il y a même 2 microsatellites. C'est comme ça qu'on les appelle parce qu'ils ont été développés en fait. Le premier en partenariat avec un pays étranger au niveau de l'université, donc pour voir un peu de quelle façon nous-mêmes on peut y aller. Le second microsatellite, je peux dire qu'il était à 80% conçu et construit en Algérie, évidemment avec une aide également extérieure. Et les tout derniers satellites, donc les 2 que vous avez mentionnés, le 3A et le 3B, ils étaient nécessaires parce qu'il fallait qu'on remplace les 5 premiers. Vous savez, un satellite ne dure pas longtemps, il a une durée de vie entre 15 et 20 ans. Les dernières générations, ceux dont vous avez parlé, 3e génération, ils vont peut-être un peu plus loin, jusqu'à 25-30 ans, ça dépend évidemment de pas mal de facteurs. Alors les 2, généralement, on envoie toujours 2 satellites. Tout simplement pour des raisons de sécurité, pour s'assurer que si jamais il y a une panne ou autre, il y a toujours le deuxième qui prend le relais. Parce qu'un satellite, il fait plusieurs choses, il ne fait pas qu'une seule fonction. Donc on fait en sorte d'avoir un deuxième et ça permet de sécuriser. Donc le premier, le 3A, c'est le premier qui a vraiment une autre résolution, dont a parlé justement Warda.
Le second, il fait un peu plus que le premier. Il a surtout une capacité optique beaucoup plus développée que le premier. Donc, à quoi il sert? Ben, il sert tout simplement à l'agriculture, à l'environnement, au développement. Il sert également, bien entendu, à la sécurité. Par exemple, dans le cas où il y a des feux de forêt, dans le cas où il y a des problèmes sismiques ou autres. La cartographie, quoi. Voilà, la cartographie, la défense en général, bien sûr. Et je dois dire on fait partie des 5 pays africains capables d'avoir un programme de continuité. Au niveau de la continuité, je pense qu'on est les seuls. Au niveau de l'usage également. Et surtout, avoir la capacité de suivre les satellites par terre, en fait, au sol. Oui. Ce que certains pays n'ont pas encore, hein, généralement. Avec des plateformes sur place, absolument, temps absolument. réel. On est capable de suivre. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. C'est ce qu'on a toujours essayé de faire depuis le début. Et là, on est capable quand même de pouvoir suivre. Et donc, à partir du moment où vous êtes capable de suivre le satellite, de pouvoir voir exactement, évidemment, au niveau des trajectoires et tout, et éventuellement aussi de corriger. C'est-à-dire récolter les données en temps réel. Ah oui, bien sûr, en temps réel. Donc, c'est l'Algérie qui prend. Bon, il est lancé, il est peut-être construit avec les étrangers. Il a été lancé, bien évidemment, parce que nous n'avons pas encore les capacités de lancement. Il faut dire aussi que les capacités de lancement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a la Russie, on a la Chine, on a l'Europe à travers Ariane et autres. Évidemment, on a les Américains. Donc, de ce côté-là... Le cercle est très fermé, restreint. C'est très fermé parce que, il faut avoir une... On espère qu'on arrivera très rapidement à cette plateforme de lancement, on le souhaite. Alors, on l'a dit, un second satellite lancé en quelques jours, fruit d'un partenariat entre l'Agence spatiale et la Société chinoise des sciences et des technologies aérospatiales. Les missions dévolues, vous l'avez dit, à l'EKLN, dévolues aux engins spatiaux, donc la surveillance du territoire, la cartographie, la gestion des données. On en reparlera à coup sûr dans quelques temps, puisque l'aventure spatiale algérienne est loin d'être finie. Bien au contraire, on est au début d'une révolution et d'une prouesse technique. Absolument. Là, ces satellites-là, on a un autre gros problème de sécurité, c'est la localisation, le fameux GPS. Actuellement, bien entendu, je ne veux pas dire par là que les satellites qui ont été lancés vont pouvoir remplacer le GPS. J'espère qu'ils le pourront un jour. Mais les GPS actuellement, le GPS ne nous appartient pas. Le GPS, il est américain et en fait, il est militaire américain. Le GPS, il a été créé par l'armée américaine pour l'utilisation militaire. Bon, après, bien évidemment, ils ont décidé de le dégrader pour qu'il y ait une utilisation civile en 2 temps. Une dégradation d'abord grossière et puis une dégradation un peu plus fine au niveau de la résolution justement, qui permet à tout le monde de pouvoir l'utiliser. Évidemment, c'est stratégique pour l'armée américaine. Le fait de pouvoir donner le GPS à tout le monde, évidemment, le retour d'information est extraordinaire parce que vous êtes capable de suivre pratiquement tout ce qui se fait dans le monde, même au niveau de l'humain, au niveau des personnes. Et on a vu ce qui s'est passé dernièrement quand il y a eu les attaques au niveau de l'Iran, des attaques de deux pays. Les attaques étaient surtout à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'être tributaire d'un système de navigation qui n'est pas le nôtre, étranger, on est en grand danger. Alors il faut dire qu'il existe d'autres systèmes. Il y a un système russe, c'est le GLONASS. Il y a un système chinois qui est le Beidou. Et il y a le GPS, évidemment. Alors, il y a aussi Galileo, qui est européen. D'accord ? Galileo, l'européen, le chinois, Beidou et GLONASS russe font aussi le même travail que le GPS. Donc, il est possible d'utiliser d'autres systèmes. En attendant qu'on ait le nôtre, bien évidemment, on serait mieux lotis, plus en sécurité. Merci Alekana, c'est très intéressant ce que vous disiez. Peut-être qu'on fera une émission sur ces systèmes justement d'exploitation numérique. Alors, second sujet du jour, la souveraineté du numérique en 2026. On en parlait un tout petit peu. Donc, l'Algérie, c'est une volonté d'asseoir une stratégie de souveraineté. Les États aujourd'hui, et l'Algérie n'est pas en reste. La transformation numérique doit s'opérer. Elle s'opère déjà avec le déploiement de la fibre optique sur plus de 20 000 km². Je crois, c'est ça l'a donné un peu plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus, combien ? En fait, la fibre optique, sur le territoire national, elle se compte en kilomètres. Actuellement, nous sommes à 265 000 kilomètres
Beaucoup plus. Voilà, on couvre le pays 80%. avec 265 000 km. 80%. Voilà. Au niveau du citoyen, il y a une accélération extraordinaire depuis 2020-2021. Et maintenant, nous avons la fibre carrément au niveau du citoyen. C'est ce qu'on appelle la fibre à la maison, le FTTH. FTTH, et ça, nous sommes actuellement on est à 2,9, bientôt 3 millions de citoyens qui sont connectés à la fibre optique. Donc la transformation, la métamorphose numérique algérienne est en train d'avoir lieu. Warda Balish, ça s'est fait très rapidement, mais est-ce que le chantier dont il est question arrive à maturation ? Écoutez, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par souveraineté. Est-ce que on parle, parce qu'on avait déjà abordé le sujet sur une émission précédente, c'est-à-dire que il y a différents types de souveraineté. Est-ce qu'on parle de la souveraineté des données? Est-ce qu'on parle de la souveraineté des infrastructures? Donc aujourd'hui, les différents projets qui ont été lancés travaillent énormément et avancent très très vite, s'accélèrent sur la partie souveraineté des données. Et effectivement, les satellites ils vont y contribuer directement, mais également on parle de souveraineté des infrastructures, c'est-à-dire que lorsqu'on a un cloud souverain, et il y a plusieurs projets de cloud souverain algériens qui sont déjà opérationnels d'ailleurs, l'idée c'est vraiment aussi de passer un cap et d'aller vers aussi de la souveraineté d'infrastructure, donc d'avoir nos propres hardware développés et déployés sur le territoire national. Mais c'est vrai qu'il faut le comprendre aussi, c'est des technologies de pointe, des technologies lourdes, donc ça demande énormément de temps pour autant les déployer, mais surtout par rapport à la connaissance et de pouvoir les développer et d'avoir les usines nécessaires au niveau du territoire national. Mais de ce que je vois et de ce que j'ai vu, on est très très bien lancé et les projets avancent très très vite. Je peux faire aussi le parallèle par rapport au projet ferré qui ambitionne 15 000 km de rails d'ici 2030. Donc c'est aussi un projet qui va venir aussi renforcer, qui va pouvoir se corréler à plusieurs technologies et aussi coupler grâce aux satellites qui ont été récemment mis en orbite. Donc vous le comprenez, la souveraineté c'est comme un écosystème, il faut le voir comme un écosystème, comme une constellation. Ça embarque plusieurs technologies et il faut gérer et amorcer plusieurs projets en parallèle pour vraiment atteindre ce Graal qui est la souveraineté technologique. Alors, Ali Ghahlan, que nous parlions du réseau numérique ou du réseau ferroviaire, on est en train de parler d'une densification d'un réseau, d'un maillage, d'un approfondissement et d'un environnement économique du futur pour qu'Alger devienne, en tout cas c'est la vision 2030 de l'Algérie, pour qu'elle devienne un hub régional avec la densification des flux. Mais toute velléité, on rentre vivement dans le sujet, toute velléité de souveraineté ne peut que passer par cette modernisation de ces réseaux, forcément. Vous savez, au début, c'était d'abord le transport en général. D'ailleurs, avant l'indépendance, il y avait un ministère qui s'appelait ministère des liaisons générales. Le L, liaison, si on fait le transport. D'ailleurs, même actuellement, au moment où je vous parle, au niveau de l'APL, c'est toujours la commission des transports qui s'occupe des télécommunications, de la poste et tout. Donc c'est le transport, c'est dans toute son acception, dans toute sa globalité. Ça inclut également le transport numérique, de l'internet, la voix et autres. Donc de ce côté-là, le parallèle est vite fait. Maintenant, en ce qui concerne la souveraineté numérique, pour aller dans le sens de ce que dit notre ami Warda, c'est la souveraineté numérique. On est beaucoup mieux loti, clairement, qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord ? Et je pense qu'on a évolué un peu de la même manière que tous les pays comparables à nous. Je dirais même d'autres qui sont peut-être plus avancés que nous. Dans la région, en Europe. Et on est en train de rattraper le retard. Encore une fois, je dis ce que je redis tout à l'heure, surtout depuis 4-5 ans, ça va très très vite. Alors, la souveraineté numérique, de quelle façon on la voit ? Et en fait, il y a 5 ou 7 piliers selon l'éclairage sur lequel qu'on veut prendre. On se positionne. Voilà. Nous avons, comme a dit Warda, nous avons évidemment les infrastructures, avec la connectivité qui va avec. L'infrastructure, c'est quoi ? On a parlé tout à l'heure de la fibre optique, c'est de l'infrastructure. Et bien évidemment,
la connectivité, la capacité de donner la connexion. Parce que, évidemment, le câble ne suffit pas. Il va falloir aussi de mettre des choses à l'intérieur du câble. Il va falloir qu'il y ait une connectivité. Ensuite, la connectivité, nous avons les données. Quel type de données, de quelle façon ces données vont circuler, où est-ce qu'elles sont hébergées ces données, bien évidemment, et il va falloir, la souveraineté numérique, elle est à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la sécurisation du réseau, des données, donc la cybersécurité, il faut sécuriser tout cela. Et bien évidemment, tout cela, il va falloir aussi une ressource humaine, la nôtre, parce qu'on parle de souveraineté. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de laisser les étrangers, l'infrastructure, la cybersécurité, la connectivité aux étrangers. Donc, il faudrait qu'on ait les compétences humaines capables de prendre en charge donc, tout ce processus. Bien évidemment, il va falloir avoir un arsenal réglementaire, un arsenal juridique pour que tout cela puisse aller dans le bon sens, avec notre réglementation, notre propre façon de fonctionner. Et puis, il y a deux éléments auxquels on pense actuellement et qui commencent à bouger, à aller dans le bon sens. C'est l'industrie numérique. Il faudrait qu'on puisse avoir une industrie numérique pour ne pas dépendre encore une fois de l'étranger. Il s'agit de développer nos propres logiciels. Il est anormal qu'on continue encore à acheter des ERP qui sont utilisés dans des institutions souveraines, je ne vais pas les citer, alors que ces ERP ont été développés à l'étranger, mais il n'y a pas que ça. Les mises à jour sont faites à l'étranger. Aller en avant, faire un développement supplémentaire dans le sens où, bien entendu, de développement classique, ça se fait à l'étranger. Donc, il va falloir pousser une industrie numérique. Et le septième, parce que c'est 5 plus 2, c'est la coopération internationale et la veille. Il faut être ouvert à l'étranger. Comment ? Il va falloir écouter, il va falloir veiller, il va falloir échanger. Tout simplement comme font tous les pays qui sont arrivés. Je prends le cas de la Chine, vous l'avez nommé tout à l'heure. En l'espace de 30 ans, on voit où elle est arrivée. Elle est arrivée comment ? Elle est arrivée en faisant de la veille, en faisant de la recherche, en participant à tout ce qui se faisait à l'étranger, échanger, écouter et veiller. Et c'est à partir de là qu'on peut construire effectivement une souveraineté numérique en assaillant les 7 piliers, les 5 plus 2. L'Algérie investit de plus en plus dans les infrastructures dont vous parliez, comme le stockage local pour garantir les données des Algériens. En tout cas, c'est la volonté qui est démontrée. Les stockages des données des Algériens, mais aussi des entreprises. C'est important de le dire afin que cela ne transite pas par des serveurs étrangers, ce que vous expliquez à l'instant. Le contrôle du cloud national est un vecteur du hard power qui prévient des ingérences. Le défi est là aussi, Warda Derlich, par rapport aux défis qui sont en train de s'articuler pour l'Algérie de demain, c'est-à-dire la souveraineté, pour la muscler, la nourrir, et on est obligé, nous, Algériens, de passer par là. Exactement, tout à fait, et j'aimerais rebondir sur ce que notre cher ami Ali a effectivement indiqué, c'est-à-dire que j'aimerais juste me permettre de me prendre un peu de temps en fait pour vulgariser un peu pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire que si aujourd'hui nous utilisons les plateformes ou les logiciels comme par exemple Gmail ou encore OpenAI ou WhatsApp, il faut savoir que nos données sont stockées sur des serveurs étrangers. Donc pour atteindre vraiment ce niveau de souveraineté, il faut aussi, on a parlé d'infrastructures et des satellites, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi important d'être conscient que lorsque nous utilisons ces applications, nos données ne sont pas forcément souveraines. Donc, et c'est là où effectivement vous parlez du cloud, donc c'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous aurons nos propres data centers qui auront les mêmes capacités que ceux qui existent à l'international, ou avoir des partenariats avec des alliés pour avoir des data centers aussi puissants en termes de capacité, mais aussi d'avoir la possibilité aussi de calcul, parce qu'on parle aussi d'intelligence artificielle. Donc c'est là où effectivement on se rapprochera le plus possible et le plus rapidement possible d'une souveraineté à 360 degrés. Est-ce qu'on en est loin de cette souveraineté ? Je vous dirais non, parce que j'ai vu sur le terrain que nous avions les capacités donc intellectuelles, donc nous avons les sachants au niveau national qui sont très très bien formés, et même nous avons la diaspora algérienne, donc à travers les différents continents qui ont les capacités aussi intellectuelles, donc les connaissances nécessaires. Plusieurs de ces sachants ont été invités par le président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune. Donc il y a des projets qui sont en cours, donc je suis convaincu que nous ne sommes pas
loin par rapport à d'autres pays. Et on le voit d'ailleurs sur là en ce moment même sur les écrans, c'est que voilà, il y a déjà des data centers qui sont opérationnels. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de les amener en termes de capacité, encore une fois de stockage, mais également en pensant à l'écologie, donc que ça soit, disons, pas trop consommateur, donc de chercher aussi à innover, parce qu'aujourd'hui, personne à travers le monde n'a encore la solution pour économiser nos ressources naturelles. Donc pourquoi pas être les précurseurs au niveau international d'avoir des data centers puissants, mais également se positionner comme écologique. L'Algérie forme des milliers d'ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle et en cybersécurité. Vous l'avez dit, il s'agit de renouveler le capital humain. Alors on parle bien entendu de l'ingérence, du danger de l'ingérence à travers le numérique. Même question, posée différemment, est-ce que l'Algérie est aux normes? Warda a un peu répondu. Est-ce qu'on en est loin de ces anticorps numériques? Vous savez, jusqu'à présent, on a eu un peu de mal à mettre en place ces data centers, dont parlait Warda et dont vous avez parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, on partait du principe que les data centers, c'est du béton. Ah ben non, c'est stratégique. Le data center, c'est stratégique. Et une fois qu'on a compris que c'est stratégique, les choses ont changé. Et ils ont changé de but en blanc. On le voit d'ailleurs, très très bien. On le voit à tout point de vue. D'abord, on ne pense pas construire un data center pour construire un data center, on en construit deux. Et effectivement, c'est le minimum, c'est un peu la norme de toute façon. C'est un peu comme le satellite tout à l'heure, il en faut toujours un miroir, toujours quelque chose qui, au cas où il arrive un pépin, on est capable de continuer. Ça d'une part. Ensuite, on y a pensé avec une vision et avec une stratégie, dans le sens où il ne s'agit pas uniquement de construire le data center et se dire bon on va mettre des systèmes d'exploitation, on va mettre des logiciels, on va mettre des choses qui vont pouvoir remplacer les Gmail, Yahoo et autres. Non, on part un peu plus loin. Et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire allez hop, on ne va plus utiliser les clouds étrangers. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Pour la simple raison que tout le monde est sur les clouds étrangers. On ne peut pas dire allez, les institutions, vous allez être sur un cloud souverain. Le problème, c'est que dans une institution, l'humain, lui, on ne peut pas lui commander d'aller sur un cloud souverain. D'abord, est-ce que ça va être possible pour donner l'accès à tout le monde? Pas évident, parce qu'il y a des problèmes annexes qui vont venir, la sécurisation et autres, on ne peut pas donner à tout le monde. Ensuite, de quelle façon ce cloud va être géré? Est-ce que ça va être du direct ou pas? Il faut qu'on fasse ça d'une manière proportionnelle. C'est-à-dire qu'on va dire, on va pas éviter le cloud étranger, on va le laisser. Il va compléter le cloud souverain, qui lui va s'installer petit à petit, avec une maîtrise. Ce qu'avaient fait un peu les Chinois dans un premier temps, avant d'aller vers des solutions les plus Chinois, radicales. les Russes, les Iraniens et tous les pays. Mais à un moment donné, ils ont tranché, c'est-à-dire ils sont allés vers l'interdiction. Absolument. Mais vous êtes obligé de travailler d'un premier temps et comprendre et gagner, essayer de quelque part de comprendre comment ces clouds fonctionnent de façon à pouvoir s'en inspirer et faire en sorte. Il y a le problème évidemment de la sécurisation. Il ne s'agit pas non plus de s'ouvrir. Il ne s'agit pas non plus parce que là, à partir du moment où notre data center va être fonctionnel et d'après les informations, je pense que ça va être courant en 2026. Il va y avoir une période par laquelle on va passer pour pouvoir s'acclimater, pour pouvoir prendre en charge un peu tout ce qui se fait, pour qu'on puisse sécuriser petit à petit. Parce qu'il ne s'agit pas de balancer toutes nos données, parce que notre data center est algérien et qu'il est en Algérie, de but en blanc, c'est pas possible. C'est un processus lent, il va falloir prendre du temps pour le faire, et comme j'ai dit tout à l'heure, l'un des points de la souveraineté numérique, c'est les compétences, c'est la ressource humaine, et la ressource humaine, ça se prépare. Mais il y a déjà une prise de conscience, Warda Balish. Dernière question apparemment sur peut-être le mouvement qu'il faudrait amorcer vers une souveraineté numérique. On l'a compris ce soir, il faudra du temps, du travail, des investissements, un accompagnement politique et même des citoyens, mais c'est à portée de main.
Tout à fait. Alors, j'aimerais juste rebondir pour démystifier rapidement ce que c'est un data center. On parle de cloud data center. En fait, il faut le voir en fait comme un grand bâtiment qui stocke des ordinateurs. Et en fait, il y a trois axes au sein des data centers. Donc, ces ordinateurs, c'est que non seulement ils stockent les informations, donc les données, mais également ils communiquent en fait en termes disons, ils réceptionnent les données, mais aussi ils émettent les données. Donc, par exemple, pour recevoir les différentes informations sur nos téléphones, etc. Mais également c'est un moteur de calcul, c'est notamment par exemple pour les intelligences artificielles. Donc je suis, encore une fois, de ce que j'ai vu, je suis convaincu que nous sommes en chemin. Je rejoins notre ami Ali pour dire que ça se fait pas du jour au lendemain. Par contre, l'Algérie démontre qu'elle a la possibilité en fait de booster pour accélérer plus que la normale pour atteindre un certain niveau grâce, encore une fois, à l'écosystème des connaissances et des sachants au niveau international. Alors, ce que j'aimerais, c'est juste mettre l'exergue sur un point, encore une fois, c'est-à-dire que pour atteindre cette souveraineté, il faut absolument penser stratégique à une vision 360 degrés, c'est-à-dire ne rien oublier. C'est non seulement la partie technique pure, donc effectivement les différents niveaux dont on a parlé un peu plus tôt, mais également ne pas oublier la notion géopolitique. C'est pourquoi il faut aller vite, parce qu'il y a des enjeux géopolitiques autour de la souveraineté, mais également au niveau des data centers particulièrement, mais également ne pas oublier l'humain. C'est-à-dire que c'est vraiment l'humain qui doit être au centre de ces enjeux. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le citoyen au niveau individuel qui est potentiellement en danger, mais donc la souveraineté cognitive aussi, mais également au niveau de la nation. Donc aujourd'hui, pour protéger la nation, il n'y a pas qu'une question d'armes au niveau militaire, comme on l'a entendu jusqu'à plusieurs millénaires. Aujourd'hui, l'enjeu de défense est vraiment situé au niveau des données, de la protection des données et donc la protection d'une nation. Merci Warda Balish, experte en AI appliquée. Merci pour ces éléments et ces explications. Je remercie également Ali Kahlan, spécialiste en stratégie digitale. Merci d'avoir été des nôtres. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur le 24 pouces.